J'appelle à moi pour la suite de ce colloque Nicolas Demade. Il est militant identitaire mais également parent d'élèves et il vient nous parler de la sécession à l'école où l'on coupe tout ce qui excelle et où l'on empêche les enfants d'apprendre tout ce qui fait la grandeur de notre pays et de notre histoire et de notre civilisation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. La volonté d'une part d'adapter l'enseignement aux nécessités du marché et d'autre part d'élaborer l'égalité promise par la République, en nivelant par le bas, on se fit à détruire l'un des meilleurs systèmes scolaires au monde que la France avait mis 200 ans à élaborer. Car n'en doutons pas, la décadence de cette école française est un crime prémédité, commis en toute impunité et couronné du succès. La société libérale n'a pas besoin d'un peuple cultivé. Elle a besoin de consommateurs, semi-illettrés, susceptibles d'être déplacés comme des pions dans un système ubérisé des pieds à la tête, abrutis de télévision et de réseaux sociaux. Manipulés à chaque élection pour la plus grande gloire de la caste en auto-remplacement. Nous ne pouvons pas nous plaindre de l'inefficacité de l'école. Elle remplit admirablement bien son rôle à l'intérieur d'un certain type de société. On ne la modifiera pas sans changer de paramètres politiques. L'école ne sera que ce que la société saura devenir, soit l'instrument d'une dissolution rapide dans l'individualisme et le communautarisme, soit l'outil d'une résurrection. Quelles ont été les étapes de cet effondrement progressif de la France dans le domaine de l'instruction? Deux grandes dates à retenir dans cet effondrement. Juillet 75, René Haby décrète le collège unique. Et avril 76, Giscard d'Estaing décide du regroupement familial. La combinaison soudaine du collège unique et du regroupement familial en irriguant le champ scolaire avec des enfants qui parlaient un français très approximatif et en les mêlant à des petits français de niveau fort hétérogène a donné le désastre que l'on sait. Tout ce qui suit dans la politique scolaire, selon Jean-Paul Bregueli, découle de cette décision giscardienne. Depuis, les ministres se sont succédés, toujours sous l'influence des pédagogistes. L'abandon de l'apprentissage alphasyllabique, de la lecture et de l'écriture, du bon usage de la langue, de l'enseignement chronologique de l'histoire, de la raréfaction de la dissertation, jugée trop élitiste, remplacée par l'écriture d'invention et désormais l'écriture inclusive et le wokisme, la réforme des mathématiques, l'abandon des langues anciennes. Toutes ces tendances ont trouvé des relais dans les médias et sur le net. Leur progression et leur succès ont coïncidé avec la demande du système libéral, qui n'a besoin que de 10% de cadres et de 90% de consommateurs. D'où l'instauration depuis des lustres d'un système à deux vitesses, quelques havres de paix privés ou publics où se retrouvent les enfants de l'élite, dont ceux des pédagogues d'ailleurs, et une masse d'établissements déshérités, entretenus à grands coups de projets à vide de budget, où se regroupaient les enfants du limon. Le pédagogisme est la garantie de l'entre-soi, en haut comme en bas. Désormais, quand on est né dans le ghetto, on y reste. Mais on bénéficie de pédagogie souriante. Le niveau général s'est effondré, l'ascenseur social est cassé, le nivellement par le bas a mené une raréfaction de bons élèves. La connivence culturelle, le piston, la situation sociale de papa-maman sont désormais facteurs premiers. C'est ainsi que l'on remplace l'aristocratie républicaine pour une oligarchie d'incapables. Pourtant, les solutions existent. Elles sont connues. Revenir à la méthode de lecture syllabique, au par cœur, à la rigueur des mathématiques, à la syntaxe rigoureuse, à l'histoire chronologique et à la géographie physique. Étudier les classiques, étudier à nouveau le latin et le grec. Arrêt total de l'utilisation des écrans, l'écriture à la main. Il faut refonder l'école de la transmission. Il existe 3 actes. Premièrement, réécrire les programmes et les manuels. Les programmes doivent être rédigés en termes simples et concis, dans les disciplines fondamentales. Il faut revenir au niveau d'horaire d'il y a 40 ans. Par exemple, en CP, 15 heures de français, au lieu de 9 actuellement. Les programmes et les manuels doivent posséder une structure forte, interne à chaque matière, une cohérence d'une matière à l'autre et une progressivité régulière d'année en année. Particulièrement à l'école primaire, ils doivent privilégier l'apprentissage des éléments et aller toujours du simple vers le plus élaboré. Deuxièmement, récuser la doctrine de l'élève qui construit lui-même ses savoirs et redonner leur place à des enseignements explicites, structurés et progressifs. Troisièmement, rétablir partout un bon niveau d'exigence et donc de travail.
Les maîtres doivent pouvoir décider du passage d'un élève dans la classe supérieure en fonction de son intérêt bien compris et sans subir de pression. Un élève ne doit pas passer en CE1 avant de savoir lire et écrire. S'il ne sait pas lire, il faut qu'il redouble, sans quoi il n'apprendra jamais. De même, un élève ne doit pas entrer au collège avant de maîtriser les savoirs fondamentaux, indispensables à la poursuite de ses études. C'est pourquoi il faut établir à la fin de l'école primaire un contrôle de connaissances avec dictée, questions de grammaire, petite rédaction, petits problèmes et questions d'arithmétique. Et la création, bien sûr, d'un cours de rattrapage pour les élèves qui échoueraient. Mais ces réflexions ne pourraient s'appliquer que si le système politique change, et nous n'y sommes pas. Alors que faire pour nos enfants? Hinc et nunc. Je pense d'abord qu'il faut repenser l'école. Selon Louis Laforgue, mathématicien français ayant reçu la médaille Fields en 2002, s'appuyant sur Pascal, il existe 3 ordres. L'ordre des corps, l'ordre des esprits et l'ordre de la charité. 3 ordres qu'il situe dans une hiérarchie, il y a une distance infinie les uns des autres. L'école appartient évidemment à l'ordre des esprits, qui est celui de la pensée. La pensée est une lente construction humaine, une tradition, un héritage que chaque génération reçoit de la précédente, qu'elle retravaille, enrichit, transforme et approfondit. L'école est par définition le lieu où les nouvelles générations sont introduites dans les traditions culturelles de l'humanité qui porte la pensée. Il existe aujourd'hui une grande confusion entre l'ordre des esprits et l'ordre des corps. On l'aperçoit évidemment dans la tentation de l'utilitarisme, vers lequel beaucoup voudraient pousser l'école et la poussent aujourd'hui effectivement. Cet utilitarisme jaloux est d'ailleurs à très courte vue. La pensée ne trouve à déployer toute sa puissance sur les corps que si l'on respecte la distance qui la met au plus haut et qu'on la laisse libre de suivre sa propre logique. Il est donc probable qu'en refusant cette distance, l'utilitarisme ne cherche pas tant à développer des richesses matérielles, comme il le prétend, qu'à nier qu'il n'existe rien au-dessus de ces richesses. Il faut au contraire que notre société comprenne et reconnaisse la distance infinie qui met l'ordre de l'esprit au-dessus des biens matériels. Cela signifie évidemment que par l'entremise de ces instances politiques, elles établissent, comme par le passé, l'école en tant que lieu séparé et voué à la transmission des formes de la pensée aux nouvelles générations, qu'elle y envoie tous ses enfants pendant un certain nombre d'années où ils sont exempts de tout travail productif et qu'elle y consacre une part importante de ses ressources sans en attendre une contrepartie immédiate. Elle doit veiller à ce que ces années soient réellement dédiées à l'étude et donc attendre des maîtres qu'ils donnent aux élèves de solides nourritures intellectuelles et soient exigeants avec eux. Elle ne doit pas accepter que les contenus des enseignements soient dictés par des impératifs économiques à courte vue. L'ordre des esprits auquel introduit l'école ne comprend pas seulement l'intelligence, il englobe aussi la volonté, le caractère. L'école doit entraîner les élèves à goûter le travail bien fait et la rigueur, à accepter et même à désirer que l'on soit exigeant envers eux, et à devenir de plus en plus responsables d'eux-mêmes. La perspective de la vie active, le bagage sans doute le plus indispensable est l'habitude du travail, de la rigueur, de l'attention prêtée aux personnes et du soin accordé aux tâches et aux choses. L'école doit donc permettre aux enfants des déshérités de se rendre maîtres de toutes les ressources du langage, de la culture et du savoir, nos déshérités. Elle doit permettre que les plus brillants de ces enfants ne soient pas automatiquement aspirés par les classes dirigeantes de la société, qu'ils continuent de se considérer comme liés aux classes populaires et qu'ils disent ce qu'ils pensent, mais ne savent pas expliquer. Une école redevenue une école de l'instruction, de la culture et du savoir doit élever dans l'ordre de l'esprit beaucoup des enfants des pauvres. Certains deviendront alors de grands intellectuels qui se souviendront de leurs origines, choisiront de ne pas se fondre dans les classes dominantes et pourront parler au nom du peuple avec le raffinement d'une pensée élevée. Ne serait-ce que dans le but de permettre l'émergence de telles personnalités, et plus fondamentalement parce que l'ordre intellectuel est d'une nature différente de celui de la société, l'école doit ignorer l'indistinction entre les classes sociales. Dispenser à tous les enfants rigoureusement les mêmes enseignements solides et approfondis, indépendamment des conditions économiques dans lesquelles ils vivent, et leur présenter les mêmes hautes exigences. Une école qui se consacre à transmettre des connaissances établies et objectives construit en vérité l'homme en toutes ses dimensions. Elle lui donne le langage, la culture et le savoir, qui sont les conditions de la pensée. Elle le rend capable de liberté, de responsabilité et d'action, autrement dit, elle le rend maître des corps. Et enfin, elle lui donne le pressentiment de l'appel plus haut qu'il porte en lui. L'éducation nationale aujourd'hui représente un danger pour nos enfants, nous l'avons vu. Sa réforme n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais elle doit rester un objectif à long terme. En attendant ce changement politique, il nous faut agir pour nos enfants, les inscrire dans l'école hors contrat, qui ont fait leurs preuves, ou en créer d'autres si elles n'existent pas.
Les écoles privées hors contrat, à l'inverse du privé sous contrat, se créent indépendamment de tout projet étatique et ne bénéficient d'aucune subvention publique. Elles jouissent d'une liberté pédagogique et éducative totale. On dénombre 2377 établissements scolaires en contrat. L'interdiction de l'instruction en famille, sauf motif dérogatoire, et l'obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans, au lieu de 6, ont entraîné la hausse de ces créations. En France, on compte désormais 90 000 enfants scolarisés dans un établissement hors contrat. Il faut donc soutenir absolument nos écoles hors contrat. De par leur nature, elles coûtent extrêmement cher. Mais pour les garder ouvertes au profil extérieur, au profil ouvrier, au profil ruraux, il est de notre devoir de la rendre accessible. Et ce devoir ne peut passer que par un soutien actif de nos entrepreneurs patriotes, sans attendre aucune contrepartie. Quitte à ne pas acheter sa résidence secondaire, quitte à faire une croix sur les vacances au ski, quitte à renoncer au dernier XC90. Car nous n'y arriverons pas sans sacrifice. Il nous faut aussi, dans nos propres milieux, faire nos propres autocritiques, notre propre évolution. Car qui aujourd'hui, dans cette salle, souhaite que ses enfants deviennent maîtres ou maîtresses? Qui aujourd'hui encourage ses enfants à s'orienter vers des filières manuelles? Qui aujourd'hui met en garde ses enfants sur les carrières au sein des Big Four ou dans les carrières financières? Qui aujourd'hui encourage ses enfants à rester sur la terre de ses ancêtres? Qui aujourd'hui serait heureux que son enfant devienne agriculteur? Mais mes chers amis, haut les cœurs, nos anciens nous ont transmis les trésors de la civilisation européenne. À nous de les transmettre, à nous de fournir les outils à nos enfants pour qu'ils se forgent un esprit libre. Libre de refuser l'immigration-invasion sur notre continent à l'instar de Taïsé Scuffon et de Damien Rieu. Libre de refuser la propagande, qu'elle soit d'État, sanitaire, universitaire ou médiatique, à l'instar de Nicolas Faure, Pierre Gentillet, Jean-Luc Coronel de Boisdesson ou encore Jean-Yves Le Gallou. Libre de refuser le jacobinisme et de transmettre nos joyaux régionaux, à l'instar de Yann Valery ou de Virgile Danoncourt. Libre de répondre avec humour aux boomers, à l'instar d'un Fragan, Jean-Eudes Gana. Libre de transmettre le beau, le bon, le vrai, à l'instar de Renaud Camus et Michel Geoffroy. Libre de résister à l'instar d'Aurélien Verracel et des jeunes Lillois de la Citadelle. Notre responsabilité est immense. À bientôt à la victoire. Merci.